Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé et celui de la Défense nationale viennent de réceptionner un important lot de médicaments et de produits biomédicaux au groupement de la garde républicaine. Une première livraison d'une commande globale de 500 tonnes acquis pour un montant de 1 milliard de francs CFA. La matérialisation de l'engagement du chef de l'État pour répondre aux besoins exprimés par les personnels soignants. Les explications de Ondi, Nel Tungi et Richard Moubiwa. C'était une promesse de campagne lors de l'élection présidentielle du 12 avril dernier, la disponibilité des médicaments dans les structures sanitaires du pays. Cette vision prend forme à travers ce don d'une valeur d'1 milliard de francs CFA au bénéfice des établissements sous tutelle du ministère de la Santé et de la Défense nationale. D'abord exprimer notre profonde gratitude à son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président élu, pour cette attention particulière qui ne cesse de porter aux fortes dépenses de sécurité. Et là, surtout dans le domaine de la santé publique, les populations en ont besoin. Donc c'est une très grande opportunité que nous saisissons pour pouvoir répondre aux besoins des populations gabonaises. Pour garantir l'accès aux soins de santé de qualité, le président élu a cadoté ces deux ministères responsables du bien-être des populations vivantes au Gabon. Ça va être une réponse pratique et qui devrait soulager nos populations dans les différentes grandes structures de Libreville. Je tiens tout de même à dire que parallèlement à cela, il y a des efforts qui sont faits au sein des structures même, au sein du ministère de la Santé, qui devront compléter cette grande dotation du chef de l'État pour améliorer l'accueil, pour améliorer la prise en charge des populations dans les différents établissements civils et militaires de la santé. Ce premier lot de 100 palettes d'un poids de 50 tonnes constitue la première phase de ce don du président élu. Rentrée effective ce matin à l'école de préparation aux carrières administratives. La structure dispose désormais de 3 sites d'enseignement pour accueillir les étudiants dans les conditions d'apprentissage optimales. Le ministre de la fonction publique s'y est rendu ce matin pour s'assurer du retour en classe 6 mois après la proclamation des résultats du concours d'entrée. On fait le point avec Jean de Dieu Goms-Gambi et Jean de Dieu Momboudou. Au pas de course, accompagné de son collègue de l'économie numérique, le ministre de la fonction publique, Jeannot Kalima, a fait le tour des sites EPCA, Centre de formation et de documentation, et celui de IAI retenu pour cette formation. Je suis passé ce matin sur les 3 sites retenus pour la formation EPCA. Nous avions 900 apprenants à scolariser. Et le seul site de l'EPCA, malheureusement, ne pouvant pas accueillir l'ensemble des apprenants. Face aux élèves et aux 1200 enseignants, le ministre de la fonction publique a décliné son message. Un message, c'est de saluer déjà les apprenants et de les inviter à suivre convenablement les enseignements. 2 ans de formation à l'EPCA, axée sur 11 filières. Nous avons 2 types de formations. Il y a une formation de tronc commun général, ensuite la formation des spécialités. Qu'en est-il pour la rentrée académique à l'École nationale d'administration, ENA? Le chef de l'État a également permis que pour les prochaines années, cette formation s'étende à 450 apprenants. D'où ce retard aussi accusé parce que nous sommes à la recherche justement d'espaces de travail. Au cours de cette visite, le ministre de la fonction publique a salué les efforts consentis par son collègue de l'économie numérique pour cette rentrée académique à l'école de préparation aux carrières administratives. Et pendant ce temps, aux environs de 9 h, ce mardi, un groupe d'étudiants de l'École nationale d'art et manufacture organisait une manifestation au niveau du PK9 à Libreville pour revendiquer le paiement des bourses d'études. Bien que les étudiants aient initialement exprimé leur mécontentement de manière pacifique, la manifestation a tout de même perturbé la circulation sur l'une des 2 voies principales. Informées de la situation, les forces de l'ordre sont intervenues pour encadrer ce rassemblement. Cependant, des tensions ont éclaté entre les manifestants et les agents, entraînant ainsi des affrontements. Et dans le but de rétablir le calme, 7 étudiants ont été identifiés comme meneurs et ont été interpellés. Et par la suite, l'ordre public a été restauré.
Et soucieuse d'apaiser les tensions et d'établir un dialogue constructif, la ministre de la Culture et des Arts a reçu une délégation d'étudiants au sein de son cabinet. Était également présent le secrétaire général, des collaborateurs du ministre, le directeur général de l'ENAM ainsi que les représentants des forces de l'ordre. Au cours de cette rencontre, donc, des informations rassurantes ont été fournies concernant l'avancement du dossier relatif aux bourses d'études. Et en signe d'apaisement et de bonne volonté, les 7 étudiants interpellés ont été libérés. Et le ministre, qui réaffirme son engagement à œuvrer pour le bien-être des étudiants et encourage le maintien d'un dialogue ouvert et respectueux afin de résoudre les préoccupations légitimes de la communauté estudiantine. Pour la suite de ce journal, on parle également de cette reprise des cours pour le pré-primaire, le primaire et le secondaire, conformément au calendrier scolaire qui avait été modifié par le ministère de l'Éducation nationale avant la tenue de l'élection présidentielle. Après 3 semaines de vacances, élèves, enseignants et corps administratifs sont retournés en classe. Nous avons fait le constat à Libreville. Gaël Mbimba Okoko, Martel Kumba et Pierre Claverella. Exercice de français pour les élèves de la 5e année de l'école publique de dragage, exercice de mathématiques et cours de biologie sur les facteurs de la bonne santé pour ceux des 3e année ASC de l'école de Sotega. C'est donc avec enthousiasme que élèves, enseignants et responsables d'établissements ont repris les cours. Les enfants sont en train de travailler. Les enseignants sont tous présents. Je procédais finalement autour du propriétaire afin de me rassurer de la présence effective de mes collaborateurs. Bien, avec satisfaction, je constatais que tout le monde a répondu présent à l'appel. Un retour dans les salles de classe tambour battant, au collège Nelson Mandela, au lycée Sibang et ailleurs. Constat partagé par les partenaires sociaux du secteur éducatif. Les enseignants étaient présents ainsi que les élèves, il y a eu cours et là nous sommes à la fin des cours. J'ai été tour à tour dans le 6e arrondissement. J'ai fait pratiquement toutes les écoles de Nzayon. Le constat est le même, tout le monde a répondu présent ce matin à l'école. Les parents ont déposé les enfants et les enseignants sont présents. Pour cette dernière ligne droite de l'année académique 2024-2025, tout aurait été huilé en amont pour que les apprenants reçoivent le volume des cours édictés par le ministère de l'Éducation nationale. Notre chef de circonscription nous a réunis pour que nous mettions sur pied des plateformes dans lesquelles on devait communiquer avec les enfants. Et au-delà de ces instructions sur pied, en ce qui nous concerne, j'ai demandé à tous les enseignants des classes de 5e année de travailler avec les parents. Afin de pouvoir boucler l'année scolaire dans la sérénité, afin que ce qui a déjà été comme acquis puisse être consolidé. Pas de dysfonctionnement majeur observé, si ce n'est quelques absences côté apprenants, selon les responsables. Allons à présent dans les quartiers sous-intégrés de Franceville dans le Haut-Ogooué, aux côtés d'une mission du président de la République conduite par le ministre Léodie Diane Fouefoué, dépêchée sur le terrain pour comprendre en profondeur les causes des inondations de plus en plus fréquentes en vue de mettre en place des solutions efficaces. Guy Madjoupa Sangouetaba et Joël Adjaï. En ce mois d'avril, réputé pour les fortes précipitations, la ministre de la Femme a été dans les 1er, 3e et 4e arrondissements de la ville de Franceville. En compagnie du délégué spécial de la commune, Élodie Diane Fouefoué-Sanjo, a visité la plupart des quartiers sous-intégrés, souvent victimes des inondations. Le constat sur le terrain, il est amer. Nous avons fait le tour pour voir un peu quelles sont les difficultés de nos populations. Nous avons vu qu'il y a nécessité de répondre dans l'urgence. Conséquence parfois des constructions anarchiques, souvent à proximité des cours d'eau, le phénomène des inondations à Franceville ne cesse de faire des victimes. Entraîné par des eaux de ruissellement, un enfant de 12 ans a trouvé la mort il y a quelques jours à peine dans un caniveau au quartier Akou. On a dû sauver 2 enfants et 2 femmes âgées qui ont failli se noyer ici. Donc avec la pression d'eau qui quitte vers le stade, ça a dû casser ce mur-là. La gare, les voyageurs, tout le monde passe par là. Mais impossible de traverser pendant qu'il y a la pluie. Le problème des 2 rivières, il nous embête. Il y a les élèves qui tombent dans l'eau ici. Plusieurs fois, on a secouru ici. Une lueur d'espoir pointe cependant avec le projet de construction des passerelles modernes.
Le constat, c'est un constat amer lorsque nous savons que nos populations vivent dans ces conditions-là. Nous sommes très heureux d'être venus là avec une société qui est outillée en matière de construction de passerelles pour que nos populations trouvent des solutions avec les réponses qui sont déjà données par le président de la République, notamment cette société qui est venue pour déjà trouver des solutions dans l'immédiat. Au terme de sa visite, la ministre de la Femme a été reconfortée la famille des disparus d'Akou. Et je vous propose à présent de suivre cette communication du ministère de l'Intérieur sur la cérémonie d'investiture du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Jean-Éric Nzengi Mangala, le conseiller en communication du ministre de l'Intérieur, était de passage sur notre plateau. Écoutez. Communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dans le cadre des préparatifs liés à la cérémonie d'investiture du président de la République, chef de l'État, qui se tiendra dans la commune d'Akanda, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les populations à faire preuve de civisme, de solidarité et de responsabilité citoyenne. À cette occasion, il est demandé à tous les citoyens du Grand Libreville d'accueillir chaleureusement les invités de marque, les délégations étrangères, ainsi que tous les convives qui viendront prendre part à cet événement d'envergure nationale. Les habitants établis le long de l'axe Carrefour-Avonbam, stade de l'amitié sino-gabonaise, sont encouragés à prendre part activement aux opérations de nettoyage et d'embellissement des déventures de leurs concessions ainsi que des espaces publics attenants. Cette action citoyenne et collective vise non seulement à offrir un cadre attrayant, propre et accueillant à nos convives, mais également à témoigner de notre fierté nationale et de notre attachement aux valeurs légendaires de respect et d'hospitalité à nos convives. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité remercie l'ensemble des citoyens pour leur mobilisation et leur contribution à l'éclat de cet événement. Fait à Libreville le 22 avril 2025, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Herman Imongo. Je vous remercie. C'est un nouveau pas vers la lutte contre le chômage avec le renforcement de la formation des jeunes, traduit ici par une signature d'un mémorandum entre le ministre de la formation professionnelle et le diplomate chinois accrédité dans notre pays, les clauses contractuelles avec Shelami Balé et Justin Jana. À travers cet accord, les deux parties s'engagent à mettre en place des programmes de formation adaptés visant à doter les jeunes de compétences pratiques et techniques dans les secteurs porteurs d'emploi. Vendredi 18 avril, nous avons signé un mémorandum avec le gouvernement provincial de Tianzhou, à la Chine et au Gabon de mettre en place un mécanisme gagnant-gagnant sur la formation professionnelle des Gabonais, sur le transfert de technologies, sur l'accompagnement, mais aussi sur l'investissement dans les centres de formation professionnelle à vocation agricole, forestière et d'élevage. Selon le ministre, cette initiative permettra de former des centaines de jeunes chaque année avec un accompagnement vers l'auto-emploi ou l'insertion dans ces structures professionnelles déjà existantes pour atteindre 1500 jeunes formés. Une mission est prévue d'ailleurs d'ici la fin de l'année, une mission opérationnelle pour aller recenser les établissements, voir les équipements qui vont recevoir, les établissements et les académies qui vont recevoir nos jeunes étudiants. Les étudiants vont faire l'objet d'une sélection ici, de présélection. Ils vont aller en Chine en fonction de leur niveau, passer 2 ans, 6 mois, 9 mois, 1 an, en fonction des différents curricula. Ces jeunes vont avoir 2 possibilités. Soit de se faire embaucher sur le marché de l'emploi directement, soit, et c'est ce que nous souhaitons, aller vers l'auto-employabilité pour créer eux-mêmes leur petite entreprise, leur très petite entreprise, leur moyenne entreprise. Un pas de plus vers une jeunesse mieux formée, mieux préparée et mieux insérée. Ce mémorandum pourrait bien changer la donne dans un pays où l'agriculture et l'élevage restent des piliers essentiels du développement.
Et pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur recevait à son cabinet de travail les ambassadeurs du Brésil et de la Turquie au menu des échanges, des sujets d'intérêt commun dans les domaines de la recherche scientifique, la coopération universitaire, le transfert et le partage des connaissances entre ces pays et le Gabon. On fait le point avec Lariska Lormamengi Osaga et Bertin Osaga. Un ballet d'audience qui s'est ouvert avec l'ambassadeur du Brésil au Gabon. Le ministre de l'Enseignement supérieur a passé en revue les opportunités de coopération entre le Brésil et le Gabon dans le domaine de la recherche et même dans le maniement de la langue portugaise dans nos universités et grandes écoles. La langue, c'est importante parce qu'elle est à la base de l'échange d'idées entre les centres de recherche brésiliens et les centres gabonais. Sans la langue, ça sera difficile d'avoir une coopération concrète dans les domaines scientifiques, technologiques. C'est la vision de la ministre. Avec l'ambassadeur de Turquie au Gabon, le professeur Marcel Ibinga Itita a abordé notamment la question du suivi des accords signés lors de sa dernière visite en Turquie. La raison de notre présence ici aujourd'hui, c'est de faire le suivi des décisions qui ont été prises durant cette visite par les autorités des deux pays. Il y a beaucoup de projets à suivre. Il y a des projets dans le cadre de l'accord qui a été signé, mais aussi des projets dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et le Gabon est un des pays africains avec un niveau de formation élevé. Et donc, nous voyons, les autorités turques voient ici des opportunités de coopération importantes. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, qui se veut pragmatique, a réaffirmé à ses interlocuteurs la volonté du gouvernement à faire de la coopération un axe majeur dans le développement des relations entre les États. Les incompréhensions nées de la distribution de la subvention à la presse privée ont été aplanies ce matin au cours d'une réunion présidée par la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong. Le membre du gouvernement a échangé avec les acteurs concernés par la question. On fait le point avec Patrick Simongoy et Rodrigue Simongoy. Dans une salle de réunion qui a refusé du monde, Madame le ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, dans un langage clair, net et précis face à la presse privée, écrite et en ligne, a voulu ce jour couper court aux émotions, aux avis subjectifs et aux procès d'intention nés chaque année de la distribution de la subvention à la presse privée. Cette année encore, la commission a bel et bien siégé. Les choses ont été faites dans les règles de l'art, suivant des critères bien définis appliqués par la commission. Laurence Ndong a même joué sur la base de l'équité. Morceau choisi. Est-ce que vous préférez qu'on fasse à part égale? Ça veut dire qu'on a 400 millions, on a 179 dossiers, on divise par 79, chacun prend la même chose. Ah. Non, je n'ai pas fini. Donc, ça veut donc dire qu'on est obligé de continuer de manière équitable. Nous sommes obligés de continuer à fonctionner sur l'équité. L'équité, c'est quoi? L'équité, c'est essayer de donner à chacun, selon sa situation, selon son contexte, selon ses charges. 80% des dossiers éligibles ont reçu la subvention. Et de cette réunion du mardi 22 avril 2025 a jailli la lumière. La ministre a été ouverte, elle a installé un dialogue. Et donc au cours de nos échanges, on a pu comprendre certains freins qui ont causé les problèmes dont on parlait. Je pense que le patriotisme, l'amour de notre pays a fait qu'on décide qu'on aille ensemble avec la ministre. La patronne de la communication et des médias a réussi ici à aplanir des incompréhensions tout en rappelant fort à propos le processus se basant sur les faits sacrés en journalisme. En journalisme, c'est la dictature des faits, la vérité des faits. Et sans les faits, toute opinion fondée n'est qu'une farce, en fait. Et là, on a rappelé simplement les faits. On a montré comment, depuis le début de la subvention, depuis le début du processus, comment on a communiqué avec les patrons des organisations de presse et on s'est rendu compte malheureusement que ceux qui venaient dans les réunions ne rendaient pas compte aux autres. Pour le reste, c'est le bon sens qui a prévalu. Et nous avons aussi en commun l'amour de notre pays
Et nous avons vraiment le bon sens, nous avons la justice et ils ont vu qu'aujourd'hui, le Gabon est dans un autre cadre. Il n'y a pas que la subvention. Il y a d'autres réformes qui sont en cours et nous les leur avons partagées pour leur montrer qu'en réalité, ce ministère est là pour eux. Ce ministère travaille pour leur bien et il ne travaillera jamais contre eux. C'est dire, après que le calumet de la paix ait été fumé, qu'au ministère de la Communication et des Médias, un travail de fond se fait chaque jour afin de mettre en place un cadre qui permette à tous d'évoluer. Un nouveau directeur général à la tête de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, en la personne de Patricia Ghislaine Etom. Le nouveau manager a été installé ce matin dans les locaux du PNPE par le ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, qui n'a pas manqué de rappeler les défis qui attendent la promue. On fait le point avec Pélagie Mbouimba et Guy-Serge Dizambo. Patricia Ghislaine Etom prend les rênes de la direction générale de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, créé depuis 2013. Une structure stratégique chargée de produire des données fiables sur le marché du travail et accompagner les politiques publiques en matière de formation professionnelle. Le rôle de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation est là pour donner les chiffres qu'il faut, collecter des données, faire des enquêtes de terrain, pouvoir les analyser et également suivre auprès du PNPE la fluctuation du monde du chômage. Derrière une demande d'emploi, il y a une personne qui a une vie, qui a des projets, qui a des aspirations. C'est à nous, l'Observatoire, de lui donner véritablement son identité. Avec cette direction, les autorités renforcent là les missions de cette structure pour répondre aux défis d'un marché du travail en constante évolution. L'Observatoire joue un rôle clé dans l'orientation des décisions politiques et dans la formulation des initiatives des différents acteurs économiques et sociaux. Je profite de cette occasion solennelle pour exprimer ma profonde gratitude envers le chef de l'État, dont la vision et le leadership ont permis de combler ce vide, en nommant un professionnel de haut niveau à la tête de cette institution. Je l'encourage à s'investir pleinement dans cette nouvelle fonction, à établir des collaborations fructueuses avec tous les acteurs concernés et principalement avec le PNPE. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, avec en ligne de mire l'efficacité, la fiabilité des données et une meilleure orientation des politiques de l'emploi. Intéressons-nous aussi à cette mission d'inspection du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature à l'intérieur du pays. Paulette Akoli, qui est allée à la rencontre de ses collègues magistrats, a pu se rendre compte de leurs conditions de travail. À Mouila, dans la province de la Ngounié, par exemple, il y a urgence, comme nous le rapporte Maël Mabunda. C'est dans le cadre de ces missions d'inspection annuelles qu'une délégation du Conseil supérieur de la magistrature conduite par son secrétaire permanent Paulette Akoli a séjourné dans la capitale provinciale de l'Angounié du 17 au 19 avril 2025. Il était question pour cette dernière d'évaluer le fonctionnement des juridictions et l'état des locaux dans lesquels exercent les magistrats afin de mieux apprécier les performances de ces derniers. Sur le plan de la juridiction du judiciaire, nous avons été très surpris de constater le nombre de crimes qui va crescendo. Et des crimes qui portent essentiellement sur des viols, des assassinats. Les délits sont moindres, étrangement. Pour ce qui est des conditions de travail des magistrats, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature a indiqué qu'il était impératif d'enclencher une opération de réfection des bâtiments judiciaires. Une initiative qui pourrait grandement améliorer les conditions de travail des acteurs de la justice. Je pense que ça, c'est une maladie que nous gérons au quotidien au Gabon, la vétusté des infrastructures. Les infrastructures sont très vieilles. Il faut les réhabiliter. L'arrivée du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature à Mouila est perçue comme un signe fort. Elle témoigne de la volonté manifeste du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, de valoriser les juridictions locales en favorisant un traitement plus équitable et efficace des dossiers relevant du Conseil supérieur de la magistrature. Nous restons là totalement satisfaits, entièrement satisfaits de cette visite, de ce que
Le lendemain nous apporte des moments meilleurs et le lendemain nous apportera certainement des meilleures conditions de travail et de gestion tant des procédures que des installations qui abritent les services de la Cour et du tribunal. Outre les préoccupations suisses évoquées, Paulette Akoli s'est également penchée sur la question de la détention préventive à la prison centrale de Mouila, où elle procédera dans les tout prochains jours à une visite d'inspection. Et le ministre des Sports, Patrick Barbera Isaac, a présidé cet après-midi une réunion pour préparer les obsèques de l'international gabonais Aaron Boupendza. Il était question d'examiner les différentes étapes, mais surtout rassurer la famille quant à l'accompagnement et la solidarité de l'État gabonais durant cette épreuve difficile. Charles Goula, Eric Kassa. L'État gabonais, la Fédération gabonaise de football et le peuple gabonais aux côtés de la famille d'Aaron Salem Boupendza pour des obsèques honorifiques de ce digne fils du pays. D'où cette seconde réunion préparative. Au nom de la famille unie d'Aaron Boupendza, nous sortons d'audience avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui a demandé à nous rencontrer. Aaron est notre fils, mais avant tout, Aaron appartient au peuple gabonais, à la nation gabonaise tout entière. Et à ce titre, nous remercions les plus hautes autorités de l'État pour toutes les contributions, les appuis qu'ils ont bien voulu nous manifester, et le peuple gabonais pour sa compassion. Une implication des plus hautes autorités de notre pays pour qu'Aaron Boupendza reçoive des honneurs dignes de son talent. Le président de la République, au lendemain de l'annonce du décès de Aaron Boupendza, a manifesté sa solidarité auprès de la famille. Il a reconnu l'immense talent de notre icône du football gabonais. Et à ce titre, il a donné des instructions pour accompagner la famille, notamment la première mesure qui a été prise, c'est de pouvoir faire toutes les diligences pour que la famille se rende en Chine, ce qui se fait actuellement. J'ai reçu des instructions bien précises du chef de l'État pour pouvoir rencontrer la famille et de discuter de toutes les étapes, entre le moment de la réception de la dépouille jusqu'à l'inhumation. Le chef de l'État tient à ce que toutes ces obsèques soient organisées de la façon la plus honorable et la meilleure possible. Les réunions se poursuivent jusqu'au démarrage des obsèques prévues dans notre pays dans les tout prochains jours.